Commencer. Alors, personne n'est là pour me présenter, donc je vais le faire moi-même. Bon, je suis André Bord, je suis toulousain depuis 45 ans. J'ai contribué un peu au Concorde, beaucoup à l'A320 et surtout aux ATR. Et c'est de ce genre d'avion que je vais vous parler. Alors, l'avenir des turboprops, il y a un point d'exclamation. Je pense qu'il est devant nous et j'espère vous convaincre qu'il y a un bel avenir. Et les turboprops, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, je ne m'intéresse qu'aux avions qui contribuent au transport aérien. Ce n'est pas que j'aime pas les autres avions, en particulier les avions militaires, mais c'est beaucoup plus facile à comprendre l'évolution du trafic, du transport aérien, que d'évoquer le développement des avions militaires. Donc je ne vous parlerai pas d'A400M. Alors l'investigation dont je vous présente les résultats résulte d'un travail personnel qui n'engage que le présentateur, ni l'académie, ni les anciennes compagnies dans lesquelles j'ai travaillé. J'utilise beaucoup les données publiques, en particulier ce qu'on peut obtenir dans Wikipédia, avec les avantages et inconvénients de Wikipédia. Donc vous aurez des belles images, c'est sûr, mais les chiffres sont parfois à reprendre. Alors l'objet, c'est quand même de prévoir l'avenir et prévoir l'évolution de la demande du trafic et se projeter dans le lointain futur. On vise 2050 quand même, c'est pas demain, est un exercice périlleux. L'Académie l'avait fait et on avait présenté nos résultats en 2010 ou 2011, je ne me souviens plus. Et ce que je vous présente, c'est un extrait de cette étude recentrée exclusivement sur l'aviation régionale desservie par les turboprops. Alors on se place dans une perspective de constructeur qui se questionne quant à l'avenir de turboprop. Est-ce qu'il faut lancer un avion? Est-ce qu'il faut arrêter? Ou est-ce qu'il faut faire un turbofan? Donc voilà à peu près une présentation. Pour faire ça, j'ai 40 biographes, je vais essayer d'aller assez vite quand même. Alors, mon première partie essaye de comprendre quelle est la situation des turboprops actuellement, 2017, quelle est leur contribution au transport aérien, pourquoi il y a des différents types, comment ils se comparent en particulier avec les turbofans. Puis après, je regarderai les évolutions technologiques qui permettent d'améliorer l'exploitation de ces avions. Donc, c'est l'aérodynamique, les structures et surtout les moteurs. Et j'aurai l'ambition de vous décrire la constitution de la flotte en 2050. Il est clair que je ne serai pas là pour vérifier si j'ai raison. Donc, d'abord, un petit... Je ne parle que du transport aérien. J'ai déjà exclu les avions militaires. Mais quand on veut prévoir l'évolution du transport aérien, il faut essayer de modéliser. Et s'il y a une seule chose qui est modélisable, c'est sans doute ce que j'appelle le transport régulier de passagers, qui constitue la majorité quand même de la demande pour des avions que vous verrez, j'appelle type 2, type 3 et 4, qui sont essentiellement liés à la capacité, parce que c'est le transport de passagers qui impose la première spécification du produit, et par ailleurs, et j'expliquerai comment, ça permet d'anticiper, modéliser et quantifier les besoins à long terme. Autre utilisation du turboprop, c'est le transport de fret. Bon, en général, tous les avions, à la fin de leur vie, on les transforme soit en neuf, soit en avion utilisé, en freighter. C'est ce que j'appelle un complément de production. Parfois, on en prend compte au stade avant-projet, en particulier pour le choix de la section courante, parce que pour faire un bon freighter, il faut être capable de rentrer des conteneurs. L'intérêt du freighter, c'est que son évolution est très liée à l'évolution de l'économie mondiale, un peu comme le transport aérien lui-même. Bon, ces avions aussi ont des versions militaires, plus ou moins dérivées. C'est un complément de production souvent rentable, donc on ne peut pas le négliger, mais c'est très dur à prévoir son évolution jusqu'en 2050. Une autre utilisation, ce sont les vols charter et VIP. Les avions charter sont principalement identiques à ceux destinés au transport aérien. Pour les VIP, l'aménagement intérieur change, il est spécifique, comme vous le voyez sur la photo, et on peut imaginer que son évolution des besoins est similaire à celle du transport aérien. Je fais donc l'hypothèse dans la suite
que les différentes utilisations des turboprops vont évoluer un peu comme la demande du transport aérien. Alors cette planche est intéressante, elle a été présentée au fameux colloque de 2011, et je vais quand même expliquer ce qu'elle signifie. D'abord un peu de méthodologie. Quand on veut prévoir le trafic en 2050, on utilise une méthodologie qui part du fait qu'on pense que la population va augmenter de 6,7 milliards à 9,7 milliards, que l'économie va croître à un taux qui est inconnu, mais qu'on imagine tous entre 3 et 5%, et que le prix du billet ne va pas trop évoluer dans le futur. Ayant ces ingrédients, des savants calculs permettent de transformer tous ces chiffres en demande de PKT. Un PKT, c'est un passager kilomètre transporté. Quand vous allez de Toulouse à Paris, vous accumulez de 700 le nombre de PKT parcourus. Donc on voit qu'en 2010, qui était l'année de référence de notre étude, on avait 4810 puissance 9 passagers kilomètres transportés et que pour le faire, on avait besoin d'un peu plus de 20 000 avions. Si on se projette maintenant à 2050, avec les taux de croissance dont j'ai parlé tout à l'heure, les savants calculs font ressortir un besoin de 14 900 PKT, autrement dit multiplié par 3 la demande de PKT, qui seront satisfaits avec l'utilisation d'environ 40 000 avions. Parmi tous ces 40 000 avions, il y en a plusieurs types. Alors, ce qui est appelé SRTP, ça veut dire Short Range TP, donc c'est un avion régional propulsé par turbopropulseur, c'est le sujet dont on parle. Il y a aussi d'autres avions régionaux, les SRTF, qui est un turbofan. Vous avez les Medium Range, MR, c'est la catégorie des A320. Vous avez les Long Range Twin Aisle, qui sont les A330, 350 pour les Toulousains. Et puis vous avez aussi l'extrême, ce qu'on appelle les Very Large Aircraft, du type A380. Vous voyez qu'en 2010, le sujet qui nous intéresse ne représente que 2,2%. Autrement dit, la contribution des transports au transport aérien des petits turboprops représente 2,2 des PKT. On pense qu'en 2050, leur contribution va un peu diminuer, mais il ne faut pas oublier que les PKT sont multipliés par 3,1, et j'ai fait calcul, il va falloir beaucoup plus d'avions. Il faudrait multiplier le nombre d'avions par 2,6 pour pouvoir répondre à cette demande spécifique turboprop. Donc ça veut dire qu'un bel espoir pour les constructeurs. Attendez, n'allons pas trop vite. J'ai fait un petit zoom parce que 2010, c'est déjà vieux. Donc j'ai fait la même approche, mais là, c'est uniquement l'utilisation de ce qu'on appelle les données de Flight Global, qui est une entreprise qui comprend la revue aéronautique Flight, et qui publie tous les ans au mois d'août son analyse de la flotte en service. Alors, ce que nous dit cette analyse, à gauche, vous avez la situation en 2010, et à droite, vous avez en 2017. Quand on parle de 2050, il faut d'abord regarder ce qui se passe dans les dates immédiates. Alors, il se trouve qu'entre 2017 et 2010, le nombre d'avions régionaux de moins de 100 places diminue. C'est vrai pour les TP et les TF. Il y en a moins 25%. Et cette diminution est principalement due à l'élimination par obsolescence. Ça veut dire que les avions en service, ils n'ont plus de pneus, ils n'ont plus de trains, ils n'ont surtout plus d'avionique qui leur permettrait de fonctionner. Donc, on les met à la casse parce qu'ils sont trop vieux. L'autre aspect, c'est la contrainte économique. Ces avions ne sont pas optimisés, disons, ils utilisent des vieilles technologies, donc ils sont plus coûteux à utiliser. Alors, c'est vrai pour les moins de 30 places pour les turboprops ou de 70 places pour les turbofans. Et paradoxalement, quand vous regardez la demande actuelle, il y a un renouveau pour les très petits turboprops d'inférieur à 19 places. Sur la dernière année, pour les TP, le nombre d'avions de plus de 50 places a augmenté de 6%, alors qu'il diminuait de 3% pour les moins de 50 places. Donc ça, c'est une sorte de vérification que notre prévision à long terme n'est pas trop mauvaise. Il se trouve que le démarrage est un peu délicat cependant. Alors voilà l'état de la flotte qui est actuelle. Ce sont ces avions qui contribuent au transport des passagers.
Alors ceux qui connaissent les avions retrouveront des vieilleries. Je les ai classés par type, et vous verrez par la suite pourquoi on a besoin de cette classification. Il suffit de dire pour l'instant, on les classe par capacité. Les tout petits, hein, c'est les types 1, qui vont jusqu'à 9 passagers, mais il y a des exceptions. Il y a des petits passagers, il y a des grands 9 passagers qui vont jusqu'à 14. C'est le cas du Cessna Caravan, dont je reparlerai tout à l'heure. Pour le type 2, c'est des bimoteurs. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Après le type 3, c'est la classe des 30-50 places. Et là, vous avez encore plus d'avions. Ils sont tous vieux et il n'y en a plus qu'un qui est en service. En production, c'est la TR-42. Et puis le type 4, c'est des avions plus gros. Alors j'ai mis plus que 60. Vous comprendrez pour la raison tout à l'heure. Quand vous franchissez la capacité de 50, il faut rajouter une deuxième hôtesse. Une deuxième hôtesse, ça coûte cher j'allais dire entretenir, non, à utiliser. Et il faut au moins 19 passagers pour amortir son utilisation. Ce qui fait que le plus petit des gros au-delà, c'est 68-69 places. C'est la TR-72, mais ce n'est pas le seul. Donc vous avez 4 catégories d'avions, et j'en reparlerai par la suite. Il y a environ, quand vous faites le total, il y a environ 20 000 avions qui ont été construits dans les 50 dernières années. 9 000 sont encore opérationnels, et la moitié est dédiée au transport aérien, c'est-à-dire que le reste, c'est le fret, c'est les VIP, c'est des charters, et certaines applications militaires directement dérivées du civil. Vous reverrez ce tableau qui va évoluer, puisque un de mes rêves, c'est de faire la même chose en 2050, ce qui est quand même pas facile. Alors, tout ce que jusqu'à présent, j'avais parlé de l'aspect quantitatif des turboprops. Quelle est la flotte, combien il y a d'avions, et on a la réponse. Et il faut se demander pourquoi il y a des turboprops, ce que j'appelle les aspects qualitatifs. Alors, le premier point des turboprops, c'est qu'ils ont de très bonnes performances au décollage et à l'atterrissage. Alors ici, vous voyez à gauche un ATR-42. La photo a été prise au Groenland et il est censé, cet avion, atterrir sur une piste de 950 mètres, ce qui est pas mal. Mais vous verrez, enfin je l'ai même écrit après, suite à la demande des utilisateurs, dans ce même pays, peut-être pas le Groenland, mais Norvège ou autre, ATR est en train de développer une version encore plus performante au décollage et à l'atterrissage, puisqu'elle a l'ambition de permettre l'utilisation de l'avion sur des pistes de 800 mètres. Cette caractéristique de pouvoir décoller et atterrir sur des pistes courtes est l'avantage numéro 1 des turboprops. Alors pour préparer cette réunion, j'ai lu pas mal de documents sur les pistes. Alors, je dis le chiffre que j'ai, mais je ne suis pas sûr qu'il soit très vrai. Il semblerait que parmi toutes les pistes du monde, il y en ait 60% qui soient uniquement utilisables par des turboprops, c'est-à-dire non utilisables par les turbofans. Alors il est clair que ça vous ouvre un marché possible. Ce n'est pas forcément pour des grandes distances, hein. Et là, on revient au deuxième point, le gros intérêt qualitatif des turboprops, c'est le développement du trafic. Ça permet de créer et de développer des lignes, surtout où il y a de très faibles densités de trafic. On ne va pas mettre un 100 places où 50 places suffisent. Et en particulier, et c'est l'intérêt de la photo de ce petit turboprop que vous voyez, c'est un Twin Otter qui a été utilisé entre Brest et Ouessant. Je ne suis pas breton, mais ça doit faire 50 km au grand maximum. Donc c'est des pistes très courtes et des distances très courtes. Mais à part prendre le bateau, ce qui est une bonne chose, hein, le meilleur moyen, c'est quand même ce genre d'utilisation des turboprops que je lie à la continuité territoriale. Il paraît que entre le continent et la Corse, de même, la continuité territoriale est assurée par des ATR 72 qui permettent d'avoir un trafic pas tellement élevé, mais qui permet d'avoir un trafic surtout économique. Un troisième aspect des TP et surtout de leur avenir, c'est ce que j'appelle des contraintes éthologiques. Aujourd'hui, tout le monde est effrayé par le bruit des avions ou par la pollution. Alors au niveau des bruits,
les règlements évoluent. Le chapitre 14, je crois que c'est l'avenir en 2022, non hein. Donc en 2022, on voit que les TP, et c'est un ATR 72 pour ne pas le nommer, il sera 9 dB EPNDB en dessous de cette limite, ça veut dire qu'il a de grosses marges, alors que les turbofans d'aujourd'hui seront au-dessus, c'est-à-dire qu'ils devront changer de moteur pour faire moins de bruit. L'autre aspect, c'est la pollution. Vous voyez à droite, c'est strictement lié à la consommation. Et comme un ATR, vous allez le voir, consomme 50% de moins qu'un jet, normalement, il pollue beaucoup moins. Un autre aspect qui est souvent pas pris en compte, c'est ce que j'appelle la contribution au cycle de formation des équipages. Pour pouvoir piloter un Navelling, il faut bien sûr avoir sa licence pilote, mais surtout, il faut avoir accumulé un minimum de 1500 heures avant d'être accepté par la compagnie. Le problème, c'est comment obtenir les 1500 heures. Donc, c'est les premières heures qui sont les plus dures à trouver. Et les petits avions du genre Cunotaire ou autres, mais donc des petits avions qui ont tous les équipements des gros et qui sont en capacité de ce qu'on appelle le multi-engine, c'est-à-dire 2 moteurs, 2 pilotes, c'est à partir de cette base-là qu'on peut accumuler des heures en volant sur des compagnies régionales avec ce type d'avion. Alors on parle de compagnies régionales. Un autre paramètre à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle les scope clauses aux États-Unis, mais ça existe dans d'autres pays. Alors qu'est-ce que c'est une scope clause? C'est un accord entre les syndicats pilotes des grandes compagnies quant au nombre, la taille, le masse au décollage des avions que pourront utiliser les compagnies régionales qui travaillent pour les grandes pour éviter que les pilotes, du moins que le marché régional soit trop envahissant et laisser un peu d'heures de vol aux grandes compagnies. L'objet, il est simple. Un pilote d'une grande compagnie sur un jet, c'est payé 100 000 $ l'année. Un pilote de petit avion turboprop, c'est payé moins de la moitié. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu économique certain. Alors ces scope clauses, quand je suis rentré sur ATR il y a presque 20 ans, je les avais lus et j'ai dit, oh, ça va disparaître parce que c'est un accord syndical. Alors avant de venir, je relis ce que publient les Américains. Au contraire, ça se renforce parce qu'il y a une pénurie de pilotes actuellement. Donc les pilotes, ce sont les rois, c'est eux qui font la loi actuellement. Donc ils imposent leurs conditions. Ça veut dire que les scope clauses vont perdurer, sans doute encore plus sévères. Et ça a un impact sans doute parce que, en général, dans la scope clause, vous avez encore une fois des catégories d'avions, moins de 37 pax, moins de 50, moins de 76 pax. Et il semble que les petits avions, ce qu'on appelait résultant de la Jetmania, commencent à être un peu vieillots. Et les compagnies régionales voudraient les remplacer par des plus gras, mais les compagnies majeures leur interdisent. Actuellement, si vous voulez, le dilemme est le suivant. Un turbofan en dessous de 70 places, il n'est pas économique. Et au-dessous de 70 places, il est interdit. Donc ça veut dire que l'avenir pour les régionales américaines du turbofan est réduit. A contrario, l'avenir est magnifique pour les turboprops. Mais le point le plus important, c'est le suivant, c'est l'économie d'exploitation. Un turboprop, c'est beaucoup plus économique à utiliser qu'un turbofan. Alors ça, ce ne sont pas mes calculs, ce sont des données que j'ai tirées d'un vieux document que j'avais conservé. À l'époque, si vous voulez, les spécialistes de l'aviation américaine publiaient tous les mois les statistiques d'utilisation des avions, combien ils ont consommé de carburant, combien ça a coûté, combien ont payé les salaires. Donc on connaît les coûts d'exploitation réalisés par les compagnies qui exploitent soit en haut un Beechcraft 19 plates, soit ici c'est un Dornier 328, ça c'est un ATR 42 d'American Airlines, ça c'est un ATR 72, et du côté des turbofans, vous avez l'Embraer 135 qui est le plus petit, le CRJ 200, vous avez le CRJ 700, et vous avez même ce quadri survivant de la bataille d'Angleterre, qui est le BAe 146. Alors, quand on regarde ce qui...
Quand on regarde les résultats, que j'ai un peu manipulés, non pas pour tricher, mais pour y voir clair, vous voyez qu'il y a deux tendances très claires. En abscisse, vous avez le nombre de passagers. Et en ordonnée, vous avez le coût d'exploitation dans une unité que j'aime pas, mais qui était celle de la revue, en DOC par pax et par heure. C'est troublant parce que ces avions n'allant pas à la même vitesse, parler par heure, c'est pas clair. Mais le résultat est comme là, quelle que soit l'unité, tous les TP sont nettement plus économiques à exploiter que les turbofans, ce qui explique l'intérêt qu'ont les compagnies régionales américaines. Et il y a même un point extraordinaire. Quand vous comparez un ATR 72, celui d'American Airlines, oui, Eagle, à un CRJ 700, donc celui-ci, on trouve 83% d'écart de coût d'exploitation par heure de vol. Alors, ce n'était pas dans mes chiffres, alors j'ai fait une analyse particulière. Donc, j'ai inventé, pour être neutre, 2 avions de 70 places, strictement comparables d'un point de vue capacité, parce qu'une bonne façon de tricher dans les comparaisons, c'est de mettre plus de passagers dans son avion que celui de la concurrence. Donc, j'ai inventé ces deux TP, un TP et un TF, 70 places. Alors, le TP, je lui demande d'aller au maximum à 1000 nautiques. Ça fait à peu près 3 heures et c'est le maximum que le passager acceptera de tolérer. Par contre, le turbofan, comme il faut qu'il aille loin pour amortir tous ses coûts, il va au moins à 1700 nautiques. C'est un écart typique que vous trouverez dans les performances des TP et des TF. Un TP, ça ne va pas loin, c'est optimisé pour les étapes courtes. Un TF ne se justifie par le fait qu'il peut aller loin relativement vite. Au niveau des vitesses de croisière, il y en a un qui vole à 302, c'est sans doute la vitesse optimale pour les turbopropulseurs actuellement. Aller un peu plus vite coûterait énormément cher en puissance et en consommation et ne ferait pas gagner beaucoup de temps. Alors que le turbofan, lui, il jouit d'une capacité de vitesse énorme, donc on le fait voler à 450 nœuds, ce qui fait quand même 50% d'amélioration. Le résultat de ces spécifications, parce que ce sont des spécifications d'entrée, c'est que pour faire cette étape de 1000 nautiques, il faut un max take-off weight d'environ 23 tonnes pour le TP, alors qu'il faut 34 tonnes 500 pour le TF. La masse à vide, donc la masse de l'avion, quand on n'est ni passager ni carburant, 13 000 contre 20 000, 56%. Et là, si vous commencez à comprendre pourquoi l'économie des gros turbofans est forcément supérieure en coût d'exploitation que celle des turboprams. Au niveau, bien sûr, il faut des moteurs. Ils en ont même tous les deux, ils en ont 2. Pour le turbofan, il faut une poussée de 13 500 livres par moteur. Pour le turboprop, je lui ai mis 3 400 chevaux. C'est sans doute un peu généreux. Et en appliquant une règle, j'ai transformé cette puissance en poussée au décollage, 8 500 livres. Vous voyez donc que malgré des pistes au décollage très réduites, la poussée est quand même nettement plus faible sur le turboprop, 60% de moins que sur le turbofan. Là encore, ça se retrouve sur la masse et sur le coût du moteur. En dessous, vous avez les points fondamentaux, la performance au décollage, performance à l'atterrissage. Et vous voyez encore nettement l'écart qu'il y a entre les deux. Pour le turbofan, j'ai pas mis de bec sur la voilure, donc il est un peu moins bon que si on avait mis des becs, mais ça fait quand même des performances beaucoup plus mauvaises que celles des turboprops. Alors maintenant, le point intéressant pour l'économie, c'est de voir combien il consomme. Le turboprop va consommer 880 kg sur une étape de 300 nautiques, disons 500 km, alors que le turbofan va consommer 1350, ce qui est la bagatelle de 53,4% de plus. Bien sûr, le turbofan va plus vite, il va gagner du temps. Il y en a un qui met 72 minutes et l'autre, il en met 58, 20% de réduction. Alors, très important, ceci, c'est pour la donnée d'un vol de 300 nautiques. Et bien sûr, il faut regarder ce qui se passe dans l'année quand vous faites l'hypothèse que tous les vols sont des vols moyens. Si vous faites cette hypothèse, il y aura forcément des vols plus longs et des vols plus courts. Donc, la notion de vol moyen
est loin d'être ridicule. On voit que l'utilisation par an d'un turboprop est supérieure à celle d'un turbofan. Par contre, le turbofan fait beaucoup plus de vols par an. C'est normal, comme il va plus vite, il a le temps d'accumuler les distances. Tout ceci, ce sont des entrées pour l'économie qui sont présentées dans la page suivante. Un point important, bien sûr, ce sont des prix catalogues, mais un TP de cette catégorie vaut à peu près 25 millions de dollars, alors qu'un TF de cette même catégorie en vaut environ 42%, c'est-à-dire 68% de plus. Alors, quand vous regardez tous ces deltas, vous voyez que vous avez des chiffres élevés. Donc, on n'est pas étonné qu'au niveau des coûts d'exploitation, alors je vais l'expliquer parce que les non-experts seraient un peu perdus. À gauche, vous avez un camembert qui donne la répartition des coûts d'exploitation d'un TP dont le total sur l'étape de 300 nautiques est de 2126 $ par vol. Le TF qui est à droite, il coûte 37% de plus, c'est-à-dire 2907 $ par vol. Et vous avez la répartition. Vous n'êtes pas étonné de voir ça parce que pour ce type d'exploitation, vous voyez que le carburant, il représente 14% pour le turboprop et 15% pour le turbofan. Ce n'est pas significatif. Enfin, ce n'est pas significatif. Quand vous prenez un A380 ou un A340, c'est 45 à 50% du DOC qui est couvert par le fuel. Donc là, sur ces petites étapes, le fuel joue, mais n'est pas l'élément fondamental. L'élément fondamental, c'est le coût de possession, comme on dit, c'est-à-dire il faut acheter l'avion, il faut acheter les moteurs aussi, si possible, et surtout les rechanges. Et ceci constitue un poste très important qui est bien sûr en grande défaveur de turbofan, qui coûte 68% de plus. Donc, en conclusion, si vous voulez, sur la même étape, un turboprop coûtera 37% de plus par vol. Et quand vous faites le prorata des heures, vous trouvez que ça trouve 84% par heure de vol. Autrement dit, vous retrouvez le chiffre de... Je ne sais pas où je l'avais mis. Voilà. Vous retrouvez ce chiffre de 83%. Et j'avais une question d'où il venait. Ben, je sais d'où il vient. C'est tout à fait homogène avec ce qu'on trouve dans une analyse normale de DOC. Donc le gros point fort des turboprops, c'est que d'abord, ils décollent de n'importe où et ils ne coûtent pas cher à utiliser. Alors pourquoi cet avantage? Ben, il y a un effet boule de neige, mais bien sûr, ça dépend quand même beaucoup de la fonction propulsion, une hélice ou un turbofan. Alors à gauche, vous avez un schéma d'un turbopropulseur. Voilà. Si je montre, donc ça c'est un turboprop, vous voyez l'hélice, elle n'est pas trop grande. Et ici, vous avez un turbofan où ce qu'on appelle les aubes de fan sont carénées. Et c'est le point de départ de l'écart qu'il y a entre un turboprop et un turbofan. Et on verra qu'il y a d'autres façons de l'expliquer. Alors, je remercie Gérard Théron, ici présent, d'avoir fait les calculs qui vous présentent deux éléments, ce qu'on appelle le rendement thermique du moteur, c'est-à-dire tout sauf la fonction hélice ou la fonction fan. Et vous voyez en bleu, pour différentes conditions de vol, que le rendement thermique s'établit aux environs de 0,45, alors que pour le turboprop, il est aux environs de 0,4. Je ne suis pas très content de cette vue-là parce qu'elle compare deux moteurs existants, ce qui est bien, mais qui n'ont rien à voir. Je vous présenterai la page suivante, une comparaison où il y a à voir. Alors maintenant, la vraie différence, elle se trouve au niveau des rendements propulsifs, c'est-à-dire la faculté qu'a l'hélice ou le fan à transformer l'énergie qu'on lui donne en poussée. Alors l'hélice, c'est un outil merveilleux, il a un rendement propulsif très élevé. Alors vous n'avez qu'à regarder ici, encore une fois. Voilà. Alors où est-ce que, voilà, vous voyez que dans la partie la plus importante, qui est max climb, on approximum les 0,91-92, et je pense qu'on peut faire mieux, alors qu'un turbofan, il approxime 0,7. Donc le rendement propulsif est un des éléments fondamentaux de l'intérêt économique
d'un turboprop par rapport à un turbofan. Alors pour vérifier si ces chiffres de mon ami Gérard Théron étaient bons, j'ai refouillé mes vieux papiers et j'ai trouvé c'est un exercice de style. Quand on a étudié la TR-82 en 96, j'espère qu'il y a prescription, donc j'ai le droit de montrer un peu ces éléments, on avait reçu une proposition d'Allison, qui était un motoriste américain, qui nous proposait ce qu'on appelle l'AE 2100 turboprop, qui est un excellent moteur, 14 étages pour un compresseur, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup plus ailleurs, et avec un overall pressure, donc un rapport de compression de 16,6. Ça, c'est pour parler du moteur. Mais l'intérêt, c'est que ce moteur, il a existé sous 3 versions. Turboprop, c'est celle-ci, mais turbofan, et c'est celle qui équipe l'Embraer 145 dont on a parlé tout à l'heure, ou turbocharge, c'est-à-dire qui fournit de la puissance pour un hélicoptère, mais en fait là c'est pas un hélicoptère, c'est le VE22. Donc c'est le même moteur physiquement pour sa partie générateur de puissance. Alors qu'est-ce qu'on regarde maintenant qu'on a expliqué ce que c'était? Quel est le résultat? D'abord, on a eu plusieurs versions. On a eu le turboprop. Déjà en 96, on nous proposait un geared turbofan, pas trop chaud, un geared turbofan plus chaud, et bien sûr un turbofan, dont le taux de dilution était voisin de 5. Alors c'est intéressant, c'est de voir ce qui se passe au niveau des poussées disponibles et des consommations associées. Alors ce qui est très intéressant, c'est le décollage. J'ai exprimé tout à l'heure l'intérêt de décoller court. Ben, le turboprop, il nous donnait 9500 livres au décollage, ce qui était bien, et tous les autres, ils étaient époumonnés pour dépasser les 9000 livres. Donc le gros avantage à Isocore de Martinelli, c'est que vous avez une poussée au décollage très grande. Vous payez cet avantage au décollage par une pénalité en croisière. Parce qu'à contrario, quand vous êtes en croisière, 29 000 pieds, Mach 0,64, donc quand vous êtes dans le tableau du bas, vous voyez que la poussée du turboprop, il s'époumonne, hein, il a du mal, alors que le turbofan, il en donne de trop. Alors c'est ça qu'il faut retenir, si vous voulez. D'abord, la conclusion, c'est que, et c'est ça que je cherchais, et je l'ai écrit en bas, comme ça je n'ai pas oublié, c'est qu'on peut penser qu'à isotechnologie, en utilisant le turboprop d'une part et le turbofan d'autre part dans les conditions optimales, alors je vous dis tout de suite que 29 000 pieds Mach 0,64, c'est ni optimal pour un turboprop, ni pour un turbofan. Donc ils sont pénalisés à peu près des deux côtés. Donc ils vont s'améliorer, mais l'écart devra rester. Donc sous le seul aspect performance, on peut penser qu'un turboprop bénéficiera à isotechnologie d'un avantage de 15 à 20% par rapport au turbofan. Mais j'avais un autre message, oui, ben vous l'avez déjà vu, c'est qu'on ne peut pas demander des merveilles quand vous avez le même core engine. Il y en a forcément une des 3 applications qui va souffrir. Je ne sais pas pour quelle application ils ont optimisé le moteur, mais il est clair que la réponse est tellement différente en termes de poussée au décollage ou en croisière, c'est que c'est pas forcément optimum. Il faut savoir que ce moteur, c'est un des moteurs les plus vendus au monde quand même, sous ces 3 versions. Donc la conclusion que je vous demande de retenir, c'est que si on fait le même effort au niveau de la définition des moteurs, le même niveau technologique, on peut espérer qu'un turboprop aura entre 15 et % d'amélioration de la consommation. Alors maintenant que j'ai parlé des différents turboprops et des différents moteurs, ces moteurs, ces avions, pourquoi il y a un type 1 ? Pourquoi il y a un type 1, un type 2, un type 3 et un type 4 ? Puis il y aura peut-être un type 5 un jour. Je vous ai classé jusqu'à présent sous la base de la capacité. Mais en fait, il y a d'autres règlements. Il y a surtout 2 règlements. D'abord, ce qu'on appelle une certification de type. C'est-à-dire que pour mettre sur le marché un avion, il faut le certifier. Et il y a 2 types de règlements pour pouvoir certifier un avion. Pour ce que j'appelle les petits, et vous avez la définition des petits. Et les petits, il y a des petits, puis il y a des petits un peu plus gros. Donc la première ligne,
vous décrit des avions qui ont moins de 9 places et dont la masse au décollage ne dépasse pas 12 500 livres. Et les autres, c'est les avions à hélice avec 2 moteurs, dont la fonction commuteur, qui est donc régionale, avec un nombre de passagers inférieur à 19 pax et une masse au décollage inférieure à 19 000 livres. Donc ça vous explique pourquoi j'ai fait la section en 9 passagers et 19 passagers. Pour les avions plus gros, c'est la certification dite FAR 25 ou 1625 qui est appliquée à pratiquement tous les avions du monde. Alors ce qu'il faut dire entre ces deux, comme je dis, les lois de la physique, c'est les mêmes. Que l'avion soit petit ou gros, les lois de la physique, ce sont les mêmes. Les objectifs de sécurité, c'est les mêmes aussi. On n'a pas le droit de tuer des petits avions et laisser les gros avions voler. Donc, ce qui diffère ces deux règlements, c'est la façon dont vous démontrez la conformité de vos avions à ces règlements. L'effort pour des petits avions est plus réduit que l'effort pour les gros. Par exemple, je pense pas que je ne suis pas familier avec la CS-23, moi j'ai fait que des gros avions. La CS-20, j'imagine qu'on ne vous demande pas de faire un tir au poulet sur les glaces. J'imagine qu'on ne vous demande pas de faire des essais de foudroiement alors qu'on les impose aux gros. Essentiellement parce que ces essais coûtent cher et qu'un petit avion n'est incapable d'amortir les coûts non récurrents correspondants. Donc c'est plus un effort dans le processus de certification que sur les bases qui sont forcément physiques et simplifié pour la CS-23 et compliqué à l'extrême pour la CS-25. J'ai parlé de CS, ça veut dire c'est l'Europe, mais il y a des équivalents US bien établis. En fait, c'est eux qui ont commencé et je le dis avec beaucoup de pragmatisme, surtout pour imposer des conditions qui soient économiquement viables. Les Américains sont très pratiques. Ça ne sert à rien d'imposer une condition sévère si personne n'est capable de la satisfaire, à moins que l'économie du produit disparaisse. Je signale ça parce que nos amis anglais ont tué leur industrie des petits avions avec une CA qui a imposé des règlements tellement difficiles que les avions ou étaient trop lourds ou étaient trop chers. Donc, les bases de certification retenues pour définir un avion, c'est fondamental. Je vous explique qu'il y en a 2 et que ça se retrouve dans la définition des avions et les limites que chacun des avions doit vérifier. Alors, j'ai parlé des Américains, j'ai un peu travaillé avec les Russes, j'ai visité les Chinois. Ils ont des règlements très sensibles avec peut-être des particularités propres à leur utilisation. Ce qu'il faut retenir, et c'est un des messages que je veux faire passer, c'est que les limites numériques qui ont été établies, les 5000 kilos, les 12 ou autres, le nombre de passagers, ont été établis avec pragmatisme, comme j'ai déjà dit, et vous avez compris ce que ça veut dire, il y a 50 ans. Moi, je propose qu'on reconsidère les valeurs numériques, prenant en compte l'extraordinaire amélioration de la fiabilité des moteurs et surtout la disponibilité des aides à la navigation, réduisant la charge des pilotes et donc en maintenant la sécurité. Alors ceci, c'est pour la certification de type. Mais une fois que vous avez un avion, il faut l'opérer. C'est-à-dire quelqu'un va l'utiliser, une compagnie ou autre. Ben, de même qu'il y a une certification pour les avions, il y a une certification pour les opérateurs. Et il y en a peut-être plus, moi j'en ai retenu 3. Ce n'est pas tout à fait ma spécialité, mais c'est quand même important de comprendre. La FAR Part 91 spécifie les conditions d'utilisation des avions privés. J'allais dire que ce soit un TBM de 9 places ou un A380 VIP. On n'en parle pas trop ici parce que ce n'est pas le sujet. La FAR Part 135 est un peu plus pratique. C'est pour les avions qui font du trafic à la demande ou des avions charter. Et ce sont des limités OTP qui ont jusqu'à 20 à 30 places. Et qu'est-ce qu'on leur impose? Alors c'est un sujet que je vais aborder plusieurs fois. Combien de pilotes à bord? Ben, eux, il faut un pilote qualifié, il lui faut au moins 1500 heures avant d'être capitaine, et un second pilote, à moins qu'on négocie la suppression du second pilote si on sait utiliser le pilote automatique. Bon, j'ai mis ça parce que je l'ai lu et j'en ai besoin pour la suite de mon
exposé. Par ailleurs, s'il n'y a plus de passagers, que 19 passagers, il faut, dans la cabine, une hôtesse. Alors la troisième partie, c'est celle que vous, quand vous voyagez, utilisez principalement, c'est la FARP 121, qui couvre l'utilisation des avions pour des vols commerciaux réguliers. Quand je dis commerciaux, c'est-à-dire avec des usagers qui payent leur transport. C'est ce qu'on appelle le transport aérien dans sa beauté. Alors, il y a des phrases qui font mal. On n'a pas le droit d'utiliser des avions avec un seul moteur. Je reviendrai là-dessus. Et dès que la capacité dépasse 49, il faut une deuxième hôtesse, ce qui explique pourquoi il n'y a pas d'avion à 55 places. Il faut aller jusqu'à 68 pour amortir la deuxième hôtesse. Alors ça, un autre aspect toujours opérationnel, c'est un sujet qui me tracasse, c'est jusqu'où peut-on utiliser un monomoteur? Parce que si jamais on pouvait utiliser les monomoteurs, on ferait des gros avions monomoteurs. Eh bien non, on n'a pas le droit. Hein. Par contre, on peut les utiliser en version commerciale, charter, en conditions IFR, c'est-à-dire par tous les temps, c'est ça que ça veut dire. Et par ailleurs, en Europe, on autorise les opérations commerciales avec un seul pilote, dans les conditions FR, pour les TP de moins de 9 pax, quel que soit le nombre de moteurs. Alors pourquoi j'ai extrait ces documents? C'est que j'ai une arrière-pensée, que vous avez déjà deviné, pour améliorer l'économie d'exploitation des petits avions qui sont utilisés avec 2 pilotes aujourd'hui. Pourquoi ne pas remettre en cause cette condition pilote et proposer des avions avec un seul pilote? C'est vrai jusqu'à 9 pax, pourquoi pas 14, pourquoi pas 19, pourquoi pas plus? C'est un des sujets que j'imagine. Alors maintenant, vous ayant défini les contraintes de définition, on va passer maintenant, et c'est plus joli, aux avions en service. Alors là, vous êtes dans la catégorie type 1. Tous ces avions sont certifiés CS23 et ils ont des masses au décollage dont vous avez vu les limites. Ce sont tous des monoturbines. Ils ont 1 ou 2 pilotes et ils n'ont pas d'hôtesse. Alors, ils sont très jolis. Bon, je vais vous les citer quand même. Vous avez le TBM en haut à gauche. Vous avez son plus gros concurrent, le Pilatus au milieu. Et vous avez 2 nouveaux entrants. Ça, c'est un avion... Oh mince. Ça, c'est un avion Piper. Et ça, c'est un avion Novali, je crois, qui vient d'être lancé. Et à gauche, vous avez deux vieux routiers. Enfin, ils ne sont pas vieux. Celui de gauche, c'est le Caravane dont je vais reparler. L'autre, c'est un nouveau Caravane fait par les Américains qui ont bien senti qu'il y avait un besoin dans ce domaine. Alors, j'ai extrait le Cessna Grand Caravan, qui est le plus vendu de ces turboprops. Ils en ont vendu plus de 2500. Et c'est aussi le plus grand, puisque, des 9 places, comme je dis, parce qu'il a le droit, par une autorisation spéciale de l'FAA, de transporter 14 passagers. Il est qualifié, un seul pilote, et c'est l'intérêt de voir le photomontage à droite. Vous avez ici le cockpit classique. Ça doit être sans doute déjà de 2e génération parce qu'il y a des écrans, alors qu'au début, il n'y en avait pas. Alors, au milieu, vous voyez un cockpit et vous comprenez qu'il ne peut y avoir qu'un seul pilote, puisqu'il n'y a qu'un seul manche. Alors ça, c'est sans doute un cockpit de FedEx, l'utilisation de cet avion en fret. Puis ça, bien sûr, Cessna, ce sont des gens sérieux, ils continuent de produire. Et ils ont bien sûr mis au goût du jour leur dernier cockpit, ce qui fait que leur avion continue à se vendre, même s'il a un candidat, un concurrent qui vient de se lancer aux États-Unis. J'ai choisi un deuxième type 1 parce que je pense que ça peut être considéré comme le plus petit des avions de transport au sens où je l'ai défini, c'est-à-dire vous transportez de façon régulière 9 passagers. Hein, donc c'est le plus petit. Alors lui, si j'en crois Pilatus, c'est le seul approuvé pour transporter des passagers en condition de vol aux instruments. Il est qualifié SPO, c'est-à-dire Single Pilot Operation, autrement dit, on peut l'utiliser
avec un seul pilote. Je ne sais pas combien de passagers on peut mettre dedans, mais ça devrait être 9 et pas plus. C'est impressurisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est avec une masse au décollage de 4000 et quelques kilos. Hein, on est loin de la limite de 5700. Donc, on peut imaginer des TP plus grands, mais un TP plus grand, ça veut dire forcément plus de passagers, puisque celui-là, il va déjà pas mal loin, puisqu'il a 1500 nautiques de range. Hein. Donc, on peut se poser la question de l'avenir. Est-ce qu'on va faire des TP monomoteurs plus grands? À noter, c'est les capacités de décollage très courts. Tout à l'heure, j'évoquais un ATR qui vise 800 mètres. Ben, celui-là, il fait beaucoup mieux. Son prix, 4,9 millions de dollars. Ça veut dire que sur ce type d'appareil, un passager coûte 500 000 tonnes. On dit l'investisseur, il faut qu'il mette 500 000 dollars par passager à peu près. Ce qui n'est pas donné. Mais regardez ce que fait un A320. C'est presque la même chose si je me trompe. Mais ce n'est pas le même avion. Donc vous voyez l'aménagement typique, 9 passagers sans hôtesse. Après, on passe au type 2. Alors c'est toujours des avions certifiés selon la réglementation CS23, avion à hélice, 2 moteurs, avec une capacité inférieure ou égale à 19 pax et une masse au décollage qui ne dépasse pas 8600 kg. Alors là, vous voyez, en haut à gauche, c'est le best-seller que je vais décrire en détail. Après, c'est le Twin Otter, qui est un très très connu. Le Beechcraft, qui en fait est le vrai avion de transport actuellement, parce que c'est lui qui remplit sa fonction de décoller court, d'aller pas trop loin, pas trop vite et de façon économique. Ah, j'ai que 2 mains, désolé. Après, ici, vous allez en Embraer 110. Ça, je reconnais. Ah, si, qu'est-ce que c'est ça? Oh, ça doit être un Jetstream. Ça doit être un Jetstream. Alors, donc, dans le type 2, j'ai choisi celui-ci pour de multiples raisons. D'abord, c'est l'avion le plus construit dans sa classe. 1200 avions. Dans le cas du SSR, et c'est important de mentionner, l'Union soviétique était comme elle était, mais elle avait une vertu, elle répartissait le travail. Donc, les Tchèques, puisque l'ET c'est une société tchèque, avaient hérité de la responsabilité d'un petit avion, type 2 donc, qui a été utilisé par toutes les républiques de l'Union soviétique, ce qui fait qu'ils en ont fait beaucoup, 1200. C'est un avion non pressurisé, ce qui pour moi est la limite pour un transport. Il est certifié phare 23 ou l'équivalent, et il est multicrew, il a 2 moteurs, donc il a 2 pilotes et 2 moteurs. Alors, pourquoi je l'ai retenu, c'est que quand vous lisez Wikipédia sur le sujet, vous vous rendez compte que c'est un avion école pratiquement dans l'Union soviétique. Les pilotes de ligne passaient tous au moins quelques centaines d'heures sur ce type d'avion qui a 2 moteurs, 2 pilotes et tous les équipements qu'ont les gros avions. Donc c'est un excellent avion d'école au sens où j'ai défini, c'est-à-dire un pilote qui sait déjà piloter, mais qui a besoin d'acculer 1500 heures avant d'aller dans les gros avions. Après, nous passons au type 3, qui est coupé entre 19 et 50 passagers. Et je dis qu'il est coupé en 2. Je pense que c'est une histoire de moteur, mais je n'étais pas là quand ça a été fait. Vous avez des gros, donc plus proches des 50 passagers, et c'est les avions du haut. Hein, vous avez donc la TR-42, vous avez le Fokker 50, vous avez le Saab 2000. En bas, vous avez le Dornier 328, 30 plaques. Alors ça, c'est un Jetstream, non, c'est un Embraer 120. Et ça, j'ai mis le Nord 262 pour 2 raisons. D'abord, je suis un ancien de Nord Aviation, donc il faut toujours faire de la publicité pour sa maison. Et deuxièmement, à l'époque où il a été fait, il a été certifié, bien sûr, phare 25, hein, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs. C'est la première fois qu'à Nord Aviation, on certifie un avion civil. Et on peut le considérer comme le plus petit, à l'époque, comme le plus petit avion de ligne, et c'est comme ça qu'il a été utilisé. Il a eu quelques problèmes de moteur avec le Bastan, si bien qu'en Amérique, où il a été vendu, ils ont changé le moteur. Donc ça, c'est les types 2. Et l'exemple, c'est quand même l'ATR-42.
construit actuellement à presque 500 exemplaires. En fait, le chiffre exact d'hier à minuit, c'était 463. Hein. Le seul type 3 encore en production, c'est un vrai avion pressurisé, certifié phare 25, multicrew part 121 comme les autres. Alors vous pouvez regarder son range, il est un peu inférieur au 1000 nautiques que j'aimerais que les turboprops aient. Mais comme il a tellement évolué, on lui a mis tellement de choses, il est devenu un peu lourd. Et il décolle sur un peu plus de 1100 mètres et atterrit sur la même distance. Son prix, 18,6 millions. Alors, j'ai écrit, quand je l'ai écrit, j'avais l'information, mais j'espère que ATR, ici présent, confirmera. J'ai lu qu'une compagnie US venait d'en acheter 40, 20 plus 20. C'est énorme. On n'avait pas vendu l'ATR dans ce beau pays depuis longtemps. Et par ailleurs, comme une version STOL est lancée, on peut considérer que la pérennité de ce type est assurée. Alors vous voyez l'aménagement cabine, il y a bien 50 places, vous pouvez les compter, mais il n'y a qu'une hôtesse. Après, on passe au type 4. Bien sûr, sont certifiés phare 25, bimoteur. Ils ont plus de 50 packs. Et comme j'ai déjà expliqué, ils font le bond de 19 packs. Ils ont tous en fait 65, près de 70 passagers. Et là, vous avez la TR-72. Son concurrent qui est rapide, sauf dans les ventes, c'est le Dash 8-400. Vous avez un avion russe, qui est une copie un peu d'un avion anglais. Ça s'appelle l'Ilyushin 114. Et là, vous avez un projet chinois, qui est une copie conforme de la TR-72, mais avec d'énormes moteurs. Donc, je me demande ce que ça va faire. Alors, comme ceci est le best-seller, hein, on en a vendu presque 1200. Il a au moins 70 packs, puisque dans certains aménagements, ça peut dépasser 76. Il est bien sûr certifié phare 25, qualifié multicrew. Sa masse au décollage est 22 tonnes 800. Ce qu'il faut retenir, c'est que lui aussi, il a un range qui est un peu short, mais pour la même raison. Les avions qui durent s'alourdissent parce qu'on leur met de plus en plus de choses dedans. Et il décolle un peu moins bien que l'ATR-42 et il vaut 24,6 millions. Donc vous n'êtes pas étonné que j'ai mis un 70 places turboprop à 25. Alors là, j'ai mis après, pour satisfaire votre curiosité, ce que j'appelle les oiseaux rares turboprop historiques. Alors le premier, c'est vraiment lui qui a failli faire l'histoire et l'a tué. C'est un Lockheed Electra qui est sorti au moment où les jets apparaissaient, donc il n'a pas eu de chance, d'autant plus qu'il a découvert un phénomène de world floater, c'est-à-dire un couplage entre des modes voilure et un mode moteur nacelle gyroscopique qui a fait exploser l'avion. Donc, avec les accidents, il n'a pas eu beaucoup de suite. Je l'ai mis là parce que ça sera peut-être ce qu'on nous demandera de refaire, c'est-à-dire un avion de plus de 100 places et qui va assez loin. Après, vous avez, alors lui, j'y tenais beaucoup, c'est une merveille. Hein. Alors, il est vieux, dérivé d'un avion militaire russe. Alors, vous voyez, lui, il a ce qu'on appelle des hélices contra-rotatives. C'est-à-dire que si vous vouliez passer la puissance, 13 000 chevaux, sur une seule hélice sans trop souffrir, il vous faudrait un diamètre trop grand. Donc, vous en mettez deux, c'est-à-dire que vous pouvez réduire le diamètre et en plus, vous gagnez 4 à 5% d'efficacité hélice. Mais cet avion-là, c'est ça l'aspect hélice. Mais surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est un avion qui vole à Mach 0,82. Pardon, qui a volé à Mach 0,82. C'est exceptionnel, bien qu'en croisière, il aille un peu moins vite. Donc ça veut dire qu'un turboprop, si on met le prix et si on ne fait pas attention à ses oreilles, on peut faire 0,82. Je ne le recommande pas. Alors à droite, en haut, vous avez un de mes avions préférés, le Breguet 941, parce que quand j'étais à Super-Héros, l'ingénieur en chef de cet avion, il s'appelait Joseph Sazenheim, il nous faisait des cours et il nous parlait de cet avion. Il nous faisait faire décoller cet avion, enfin décoller, on faisait les calculs de décollage. Hein, on l'appelait Jojo le CZ et j'ai beaucoup de respect pour lui. Alors son avion, il était novateur puisqu'il avait inventé ce que tout le monde veut faire maintenant, ce qu'on appelle la puissance distribuée.
vous aviez 4 moteurs, mais ils n'entraînaient pas directement les hélices. Ils entraînaient un arbre qui traversait toute la voilure. Donc les moteurs alimentaient en puissance cet arbre qui le redistribuait aux 4 hélices, ce qui fait que quand vous aviez un moteur en panne, je ne dis pas qu'on ne le voyait pas, mais ça se sentait beaucoup moins d'un point de vue aérodynamique. Alors après, le seul avion qui vole encore, c'est celui-là, c'est le Piaggio. Vous voyez qu'il a une configuration très particulière. J'ai volé dedans, c'est un silence parfait. Hein. Donc, il a au moins cet intérêt. Deuxième intérêt, alors là, je crois les constructeurs, c'est l'avion qui, avec les mêmes moteurs que la concurrence, va beaucoup plus vite et consomme beaucoup moins. Donc, il y a des vertus à mettre les moteurs où les a mis. Alors, une autre façon de mettre les moteurs pour éviter le bruit cabine, c'est de les mettre comme sur l'avion ici. C'est le CBA 123. C'est un projet commun Brésil-Argentine. Il n'y a eu qu'un proto, il a volé. On sait qu'ils ont eu des problèmes de refroidissement nacelle. Mais la vertu que j'y vois, au-delà des difficultés qu'il y a de faire un nouveau truc, c'est qu'on met l'hélice très loin des passagers. Autrement dit, le confort cabine, il devrait être très proche de celui-ci. Mettre les hélices le plus loin possible de la cabine, c'est quand même un objectif de conception. Donc voici pour les différents types, 1, 2, 3, 4, quelques oiseaux rares. Je ne pense pas qu'on les retrouve encore, sauf le Piaggio. Le Piaggio, il a la vie dure, donc il continuera. Alors maintenant, je parle des nouvelles technologies. Ayant vu la flotte en service, comment peut-on l'améliorer? Alors bien sûr, un avion, au-delà de tous les merveilleux systèmes qu'on met dans le cockpit, vole grâce à sa voilure et à son aérodynamique. Alors tous les avions que j'ai décrits devant, sauf 2, ont des profils d'INACA dont les plus vieux datent de 1933, 1937, la TR-42, 43018, ou la série 6, 1945. On peut espérer qu'en 70 ans, nos aéromédiciens ont fait des progrès. Alors les progrès, moi je les présente à gauche avec ce qu'on appelle un nouveau profil. Ce n'est pas un profil NACA, mais c'est un profil NASA qui a remplacé la NACA. Alors ce profil, il a été développé par un dénommé Whitcomb, d'où son nom. GAW, ça veut dire General Aviation General Aviation 1 ou NASA Low Speed. Son intérêt, c'est qu'il est très épais, 17% d'épaisseur relative. Il se prête très bien et il est soi-disant très performant sous tous les aspects, traîner CZ Max, ce qui est très important. Donc il faut que quand même j'aille assez vite. Donc ça, c'est le profil et le message, on doit faire mieux que les avions précédents. Hein. L'objectif, et je suis sûr que c'est faisable, c'est de gagner sur la traînée autant que sur la CS du moteur. Et là, je pense qu'on peut le faire. Bien sûr, il faut travailler, ça ne viendra pas tout seul. Alors l'autre aspect, c'est la masse d'un avion. Je pense que si on généralise le composite sur tous les caissons, ce qui est pratiquement déjà fait sur les ATR, mais pourquoi pas faire une voilure complète en composite sur un ATR ou sur tout autre avion, sachant que quand vous regardez l'impact des masses sur l'avion, sur les performances, ce n'est pas extraordinaire, l'effet boule de neige est réduit, mais comme nous sommes dans un monde concurrentiel, être plus léger de 90 kg sur 11 tonnes, ce qui ne semble pas beaucoup, c'est qu'être capable de transporter un passager de plus, et là c'est fondamental. La TR-72 a le même moteur que le Fokker 50, mais il a 18 passagers de plus. Ça veut dire qu'il est très léger. Bon, après il y a les systèmes, et là je me bats, alors je résume, les avions régionaux doivent pouvoir bénéficier des gains de sécurité offerts par les commandes de vol électriques. Je sais que c'est un steak important par rapport à ce qu'on appelle les avions à ficelle aujourd'hui. À ficelle, ça veut dire vous tirez sur le manche et il y a un câble qui va actionner la gouverne. Je pense qu'il y a des limites à ces câbles et il vaut mieux mettre, comme disait notre chef pilote, il vaut mieux mettre des fils électriques. Donc, des systèmes qui permettent de faire mieux
plus léger et surtout augmenter la sécurité. Alors là, je reviens sur un sujet qui permet d'exploiter toutes les technologies dont on a parlé au niveau des systèmes. Bon, je suis persuadé qu'on aura du mal, mais qu'il faut se battre pour pouvoir autoriser les avions de type 2, de type 3, peut-être de type 4, à faire des vols commerciaux avec un seul pilote. Alors j'utilise cet argument. Pour les types 1, on sait le faire. Pour les types 2, ce papier extrait d'une publicité dernier dit qu'on peut le faire. Donc ma conclusion, ça sera dur, mais il faut commencer à négocier. On doit pouvoir améliorer l'économie des avions en mettant un seul pilote sans réduire la sécurité des vols. Alors, je ne pouvais pas faire cette présentation sans parler des avions électriques. L'hélice se moque complètement de l'origine du couple et de la puissance qui la font tourner. Alors, vous pouvez la faire tourner avec de l'énergie électrique, un moteur électrique. Alors, ce qu'on fait de mieux aujourd'hui, ce qu'on a fait mieux, ce n'est pas un TP, puisqu'on ne voit pas ces hélices. C'était une hélice carénée. Et c'est sans doute ce qu'on peut faire de mieux avec la technologie actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est transporter un passager pendant 1 heure à une vitesse inférieure à 200 km. Alors, Airbus, qui avait fait ça, s'est dit, oui, mais je vais faire mieux. Je vais concevoir la même chose en hybride. Qu'est-ce que c'est un hybride? Alors, le gros handicap de l'IFAN, c'est qu'il y a des batteries, et des batteries, ça pèse lourd. Donc, ils se sont dit, on va remplacer les batteries par un moteur qui va faire de l'énergie électrique. Personnellement, je ne vois pas comment... Ça peut fonctionner, c'est sûr que ça peut fonctionner, mais je ne vois pas ce qu'on peut en tirer d'un point de vue économique. Par ailleurs, et c'est bien ce que dit Airbus, les problèmes techniques qui sont loin d'être résolus et ils croissent avec la taille comme la masse des batteries. Donc ma conclusion, il fallait en parler aujourd'hui, les TP conventionnels ont encore un bel avenir devant eux et l'avenir pour moi, il va au moins jusqu'à 2050. Alors, autre aspect technologique, bien sûr, ce sont les systèmes propulsifs. Alors, j'ai mis une belle hélice en couleur. C'est celle de la Terre 72, ça doit être la 568F. Alors, je l'ai écrit, et vous pouvez le lire. C'est un équipement, bien sûr, indispensable. C'est caractéristique des turbopropres. Un turboprop sans hélice, c'est plus un turboprop. Par contre, sa perception par la passager n'est pas forcément la meilleure. Donc, il faut faire très attention et essayer de minimiser le bruit. On sait, c'est une technologie qui est centenaire, donc on sait les faire, on sait les calculer. Ce que l'on peut espérer comme gain, je pense que c'est dans le processus d'optimisation qui, peut-être pour la première fois, sera contraint par ce que j'appelle la contrainte acoustique. Acoustique, qu'elle soit de certification, donc au sol ou en cabine. L'intérêt pour un avionneur, c'est d'avoir des héliциers. Il se trouve qu'il y a au moins 2 héliциers majeurs, que je ne nommerai pas, et chacun est récemment associé avec un motoriste. Donc aujourd'hui, ça serait difficile d'acheter une hélice seule, mais ça serait faisable en négociant. Aujourd'hui, quand vous achetez un système propulsif, c'est moteur plus hélice. Alors, ça a des vertus, parce que je pense que d'un point de vue technique, on élimine quelques interfaces. Je pense qu'on peut faire mieux dans le couple moteur-hélice. Par contre, on a moins de possibilités de négociation puisqu'on achète un package. Je me permettrai de signaler, pour avoir visité les Russes, que sont, et vous l'avez vu avec leur Ilyushin, je ne sais plus combien, les Russes sont d'excellents héliciers. Et j'en reparlerai dans la planche suivante si je me trompe. Oui. Donc voilà. Je passe rapidement sur la partie du haut. J'essaie de répondre à la question, quelle hélice pour un turboprop, disons de 70 places dont j'ai déjà parlé, qui ferait 300 nœuds et qui volerait à 25 000 pieds. Il y a un processus d'optimisation. À gauche, j'optimise le nombre de pales. Là, 6, 7, 8. Là, j'optimise le diamètre. Qu'est-ce qu'on tire comme conséquence? Qu'il n'y a pas grande différence entre tous ces éléments. Une 4 pales, par contre, serait sans doute dégradée en performance, coûterait moins cher, elle ferait peut-être plus de bruit. Mais ça, c'est ce que j'appelle l'hélice isolée. Mais les hélices, quand elles sont isolées, elles ne servent pas à grand-chose. Il faut les installer. Et j'ai extrait d'une planche russe, justement,
ces petits dessins qui méritent commentaire. Vous avez à gauche 2 façons d'installer les hélices. Façon conventionnelle, en haut. Là, les hélices sont sur la voilure. Et non conventionnelle, mais vous avez déjà vu un avionneur qui l'avait fait, c'est celle-ci. Et voilà ce que nous vend la Tsagi. La Tsagi, c'est l'Onera un peu russe, spécialisé dans les hélices. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour l'avion 1, donc l'avion conventionnel, une hélice isolée voit ses performances améliorées, c'est-à-dire la traction sur l'arbre hélice va augmenter quand on lui met un avion derrière. C'est peut-être un peu beaucoup, 3 ou 4%, mais c'est sûrement physiquement vrai. Puis il y a une petite différence gauche-droite parce que le courant d'air avion il est symétrique, alors que 2 hélices qui tournent dans le même sens, ce n'est plus symétrique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, en fait, c'est l'intérêt énorme d'un point de vue performance hélice de mettre les hélices à l'arrière. Je n'ai pas encore tout compris, mais je pense que il y a 2 raisons. D'abord, peut-être qu'il fait ce qu'on appelle de l'ingestion de couches limites, mais j'y crois pas trop. Mais il fait surtout, quand vous mettez une hélice à l'arrière, toute l'hélice développe le courant d'air, alors que d'habitude, vous avez une obstruction par une nacelle, hein, et l'hélice est moins performante au niveau du moyeu. Donc je pense qu'il y a un effet moyeu. Enfin, donc je n'ai pas bien compris, et si quelqu'un dans la salle peut m'expliquer pourquoi c'est comme ça, je suis preneur. Le message est quand même fort. Quand vous voyez que vous gagnez entre 0,88 et 90% d'efficacité de l'installation, c'est important. J'imagine qu'on doit perdre un peu sur la traînée quand même, bien qu'il n'y a rien derrière l'hélice quand même. Donc je dis qu'il y a un potentiel d'amélioration que je n'ai pas voulu utiliser beaucoup. Alors deuxième élément, c'est bien sûr il faut un moteur pour faire tourner l'hélice. Et je les ai classés en 2. Les petits, les petits, ils ont de la chance. Et c'est pour ça que vous avez vu tant de type 1 qui volaient et qui se produisaient. C'est que quelqu'un de courageux, General Electric, a lancé un nouveau propulseur. L'ancien étant bien sûr le fameux PT6, 47 000 moteurs de construit. Son concurrent le plus direct, un Garrett qui est un peu plus faible en puissance, il n'y en a que 13 000. Et General Electric a proposé ça. Ce qui me sidère, c'est qu'ils ont repris la même architecture bizarre du TP6. C'est dur à expliquer, mais sur le TP6, le courant d'air, il rentre ici et il ressort ici. Autrement dit, c'est un peu étonnant. On nous a expliqué que c'est pour avoir un meilleur accès pour la maintenance. Je n'ai pas encore bien compris pourquoi. Ce que je sais, c'est que quand vous faites demi-tour un courant d'air, il perd quand même un peu de pression totale. Alors donc, General Electric a refait la même chose. Pour moi, la vraie idée, c'est qu'ils pensent que le marché, il est dans le rétrofit. Et si vous voulez rétrofiter un avion sans trop de modifications, il vaut mieux que le nouveau moteur s'installe sans trop de difficultés sur l'ancien. Alors qu'offre ce nouveau moteur? C'est écrit en japonais, mais vous le lisez aussi bien que moi. Donc c'est un moteur qui a une puissance thermodynamique de 2000 chevaux. Alors c'est ça, en japonais ça veut dire puissance thermodynamique. On le met une boîte, un relais, enfin une gearbox qui limite cette puissance mécaniquement aux environs de 1650. On me dit c'est une copie conforme de la puissance avec un epsilon de plus que le PT6. Il consomme 20% de moins, c'est écrit ici. Il a un taux de compression de 16, alors que celui-ci, c'est 14. L'hélice a un FADEC intégré dans le FADEC moteur, enfin un PEC intégré dans le FADEC moteur. Et il y a 33% de parts en moins, autrement dit les coûts de maintenance. Non, il y a 33% de coûts de maintenance en moins, essentiellement liés à la réduction du nombre de parts. Donc, les petits moteurs, c'est-à-dire les avions de type 1 qui en utilisent un, ou de type 2 qui en utilisent deux, eh bien, ils ont bien de la chance, ils ont un beau moteur. Ce n'est pas le cas des avions suivants, des gros, des type 3 et type 4. Voilà les moteurs disponibles, c'est le moteur qui équipe la R72 et vous avez les différentes applications. Vous voyez aussi les dates de conception. Hein. Donc c'est 1990 pour le 127, ça fait combien 10, 27 ans. On doit pouvoir faire mieux. Alors, qu'en est-il?
Alors d'abord, toujours dans mon esprit constructeur, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait comme moteur pour toujours mon même 70 Pax TP, 300 nœuds, 25 000 pieds. Bon, le nom du moteur importe peu. L'année de lancement du programme, c'est ASAP, ça veut dire as soon as possible. Son architecture serait à 2 arbres, alors que le 127, c'est à 3. Ça, c'est un point de vue simplicité. Il faut qu'il soit plus léger, sans puissance thermodynamique de l'ordre de 3000 kilowatts. Et il faudrait une puissance limitée gearbox à 2250. Sa consommation, bien sûr, améliorée de 20%. Et ça résulterait d'une température augmentée d'environ 200 degrés et un rapport de pression supérieur à 20. Bien sûr, le contrôle serait FADEC et intégrerait le contrôle hélice. Alors ça, ce que l'on veut, qu'est-ce qui est proposé? Ben, rien. Et c'est le grand problème. Pour les types 3 et les types 4, ils n'ont pas de nouveau moteur. Alors, Pratt & Whitney parle beaucoup. Il fait même des dessins de beaux moteurs. C'est un beau moteur avec une belle hélice. Mais on ne connaît ni sa puissance, ni rien du tout. Alors, il y a les seuls gars sérieux, j'allais dire, ce sont les Russes, puisqu'ils veulent remotoriser leur Ilyushin 114 avec un moteur de nouvelle génération, dont j'ai mis la référence, Klimov 100. Et lui, il est en train de voler, c'est-à-dire dit, il sera certifié dans 18 mois, donc le Tupolev 114 sera disponible avec un nouveau moteur dans 18 mois. Le troisième gros motoriste, c'est General Electric. Alors, il a 2 options. Et quand vous lisez Wikipédia, vous regardez qu'il parle des 2. Il fait un dérivé d'un moteur existant, donc avec les pénalités performance, mais avec l'intérêt économique d'utiliser déjà quelque chose. Ou alors, il part pour un nouveau moteur et il lui a donné un joli nom. Ça veut dire Future Affordable Turbine Engine. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça veut dire moteur du futur que l'on peut se permettre. Ça veut dire que General Electric a bien compris les DOC que je vous ai présentés. Le coût de possession est très important, donc il ne faut pas le négliger. Alors, quelles sont les options maintenant des motoristes? J'aime bien que vous rigoliez parce que moi, ça m'a fait rigoler quand j'ai fait ça. Quelles sont les options des motoristes pour satisfaire les demandes pour les types 1, 2, 3 et 4? Alors, j'ai déjà dit que le type 1, il a un nouveau moteur du côté européen ou américain, mais du côté russe, ce qui me plaît, c'est cet avion, c'est sous sa version moteur en étoile, l'avion le plus construit au monde. 18 000 avions comme ça ont été construits. J'ai du mal à croire qu'on n'aurait pas besoin de 18 000 encore dans les 50 prochaines années. Hein, c'est pour ça que je montre cette photo, en plus du fait qu'à gauche, c'est un avion ukrainien et à droite, c'est un avion sibérien. Hein, bon, vous savez qu'il y a des problèmes là-bas. Mais ce que j'aime bien dans cet avion, c'est ce qu'on appelle un NEO, New Engine Option. Ça veut dire, bien sûr, qu'il a un nouveau moteur, qu'il a des nouvelles voilures, puisque lui, il lui en faut 2, hein, et il a un fuselage composite et un glass cockpit. C'est un NEO qui est très proche du New, mais ça veut dire que pour eux, le marché est tel que ça vaut le coup de développer. Et quand ils savent qu'ils en ont vendu 18 000, je pense qu'ils ont raison de faire ça. C'est un peu pour ça que je montre ça. Dans ce monde ex-soviétique, où les besoins de transport sont fondamentaux, puisque le pays, c'est le plus grand pays du monde, les turbopropulseurs sont nécessaires. Ils utilisent beaucoup les hélicoptères parce qu'il n'y a pas de piste, mais avec un turbopropulseur, on est beaucoup plus économique. Bon, ça, c'était pour le type 1. Pour le type 2, bon, vous avez vu qu'il y a des anciens en production et il y a des relances. Pour le type 3, il y a un seul avion en production, c'est la TR-42. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Il faut savoir que d'un point de vue constructeur, faire un petit avion, c'est beaucoup moins rentable que de faire un gros. Donc tout le monde se précipite sur le type 4, sachant qu'il y a des anciens encore en production, qu'il y a des versions Néo, et peut-être il y a des versions nouvelles. Alors j'ai extrait juste avant de partir 2 images. À gauche, vous avez
comme c'est dans Wikipédia, on peut en parler. C'est donc un ATR, nouveau fuselage, nouvelle voilure, c'est un avion nouveau. Est-ce qu'il a 70 places ou 90 places? J'ai du mal à les compter. Mais c'est un avion nouveau qui répond à cette demande de type 4. Et à droite, c'est le concurrent Embraer, qui a une configuration tout à fait différente. Son intérêt, c'est qu'il utiliserait le fuselage de sa série turbofan. Bien sûr, c'est une voilure complètement différente. Donc on peut dire que lui, il a peut-être un avantage économique et il est peut-être plus facile pour lui de lancer ce programme. Mais quand vous lisez ce qu'il écrit en petites lettres, c'est qu'il n'est pas encore sûr de ce qu'il veut faire, puisque le moteur qu'il demanderait, c'est soit un 6000 chevaux, soit un 3500. Si j'étais motoriste, j'aurais du mal à satisfaire cette demande. Bon, j'arrive presque à la fin et je pose la question, est-ce qu'il faut un type 5? C'est-à-dire, est-ce que le marché du turboprop demande un avion plus grand? Alors, un avion plus grand, pour moi, ça veut dire plus de puissance installée. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait peut-être déjà 6000 chevaux. Là, je pense que c'est au moins 6000 chevaux et c'est plutôt 7000 si vous voulez faire un 100 places. Alors là, le bruit cabine, je ne sais pas comment le résoudre. Alors si, j'ai extrait cette photo, je ne sais pas qui c'est qui l'a produite, mais c'est dans Clean Sky. Il y a eu ce dessin d'un avion à hélice où il a mis les hélices à l'arrière, comme je vous l'ai montré. Donc ça peut se faire, l'hélice le plus loin possible du passager, donc ça a un sens. Ou alors, vous mettez 4 moteurs, ça c'est déjà fait. Ce n'est pas forcément économique. L'intérêt quand même, c'est que ça permet de prendre le moteur de 3500 chevaux qui est nécessaire pour faire un bon type 4. Bon, voilà ce que je peux vous dire sur les avions du futur. Et j'essaye comme toujours de rendre quantitatif. Alors là, cette image, vous l'avez déjà vue, mais il y a, normalement, j'aurais dû tout enlever sauf ce qui est en couleur. Alors vous voyez ce que j'ai déjà dit. Le type 1, il y en a vraiment beaucoup d'avions qui vont continuer à voler et en 2050, il y en aura encore. Le type 2, il y a de la relance, il y a un avion en production. Et je me dis, moi, après cette petite étude, c'est peut-être là qu'il y a besoin de faire quelque chose parce qu'on a un bon moteur et ceux qui sont là sont quand même un peu vieillots. Je ne parle pas du LED 410 qui n'est pas pressurisé. Le type 3, il y a un avion en production. Il y a peu de chances que des gens se relancent là-dedans, alors que c'est lui qui représente la plus grosse part du marché en tant qu'avion. Et les types 4, bon, vous avez 2 avions en production. Vous avez un avion relancé, l'Ilyushin 114, et puis vous avez un avion chinois lancé et un avion toujours en production. Je les ai cités parce qu'il fallait être exhaustif, mais je n'y crois pas trop au point de vue valeur du produit, puisqu'ils ont pris un moteur Pratt & Whitney 150 de l'avant-dernière génération. Alors, bien sûr, il faut s'intéresser aux constructeurs. Bon, cette image vous dit qu'il y en avait beaucoup, qu'il y en a beaucoup moins, et peut-être qu'on en trouvera un qui se décidera à faire un avion nouveau. Il ne faut pas désespérer. Alors maintenant, voilà ma projection personnelle sur le futur. Alors, ce tableau vous classe les différents avions, hein, et vous voyez comment ils vont être répartis entre ceux qui font du transport aérien, des militaires, des industriels, des charters. Ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 8815 turbopropulseurs à peu près, j'avais dit 9000, mais c'est pareil pour moi à cette échelle-là, qui sont opérationnels et qui satisfassent la demande. Si on fait l'hypothèse que l'on fait pour les gros, que le transport va croître multiplié par 3,1, il faudra multiplier ce nombre d'avions par 2. Ça veut dire qu'en 2050, et j'espère que vous serez là pour vérifier, il y aura 15 000 à peu près turboprops qui seront en service, dont plus de la moitié seront destinés au transport aérien, le reste étant dans les autres fonctions. Alors j'en arrive à ma conclusion. Je la lis pour vous parce que vous avez des yeux fatigués. Bien que quantitativement limitée, la contribution des turboprops au transport aérien apparaît aujourd'hui strictement indispensable compte tenu de ses qualités spécifiques de ce moyen de transport. L'évolution probable de la demande mondiale associée aux contraintes écologiques et économiques
à l'éventuelle rareté et au coût du carburant, devrait justifier une augmentation de cette contribution, les turboprops couvrant en exclusivité toute la gamme de 9 à 99 passagers, c'est mieux que Tintin. Tout en bénéficiant tous d'une hélice ou plusieurs, qui est le moyen le plus efficace pour transformer de l'énergie en traction, les turboprops présentent une grande variété, de petits ou grands, souvent liés à des règlements, je ne dis pas obsolètes, mais anciens, qui méritaient un coup de rafraîchissement en prenant en compte l'extraordinaire amélioration de la fiabilité des moteurs et des aides à la navigation. Le renouvellement de tous ces types et tailles doit donc être accéléré compte tenu de l'obsolescence de la flotte en service et en particulier des équipements. Alors pour les équipements du cockpit, c'est facile parce qu'il y en a beaucoup, ce qu'on appelle la nuit avionique qui se change, c'est des travaux mais c'est faisable. Pour d'autres équipements, dont souvent le vendeur a disparu, c'est très dur. Donc il y a des avions qui ne volent plus parce qu'il n'y a plus de pièces de rechange au niveau des équipements, ce que j'appelle l'obsolescence. On va pouvoir faire beaucoup mieux grâce au moteur, mais il ne faut pas oublier que l'avion a des améliorations à faire, il faut qu'il gagne autant que le moteur. Et j'insiste, il faut engager les négociations pour qu'on puisse envisager l'utilisation des types 1, c'est sûr, type 2, probable, type 3, j'en sais rien, et type 4, j'aimerais bien, avec un seul pilote au lieu de 2. En ce qui concerne les industriels, je ne suis plus industriel, donc je ne peux pas vous dire. Les options sont multiples. J'espère que les moteurs seront disponibles pour permettre de répondre à cette demande. Il y a quand même 14 000 turboprops à préparer. Certains qui sont conçus aujourd'hui voleront encore, mais il faut quand même compléter la disparition de ces avions. Je vous remercie. Bon, ben, André, d'abord, je te présente mes excuses parce que j'étais en retard de 3 minutes suite à un accident de circulation situé entre le bâtiment Airbus et ATR. Vous voyez, il y avait quelque chose qui parlait. Bon, ben, je crois que tout le monde a tout compris. On va passer aux interrogations écrites. Vous prenez une feuille, vous mettez votre nom en haut et à gauche, et puis... Bon, cet exposé a été dense, hein, au point de vue données techniques. Il est sûr que André connaît tous les éléments et puis il sait les oui, absolument. Il sait les manipuler. Donc, il sait d'autres choses également. Donc, vous pouvez lui poser des questions, si vous en avez, pendant quelques minutes. Voilà. Alors. Personne ne se lance? Bon, ça veut dire que l'exposé était bien fait, complet. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Alors, avant de se quitter, je vous rappelle la prochaine conférence qui va avoir lieu dans ces lieux le 24 octobre. Alors, le sujet est un sujet également très intéressant. Les dernières nouvelles des trous noirs par Jean-Pierre Lumineux, qui est directeur de recherche au CNRS, laboratoire d'astrophysique de Marseille, observatoire de Paris, membre de l'AE. Et vous savez qu'il y a des découvertes qui ont été faites, des nouvelles observations, des confirmations donc, de théories grâce à ces observations. Donc je vous encourage à venir nombreux à écouter Jean Lumineux. Merci et bonne soirée à vous.